Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Avec son roman Frequenz, publié dans la série noire de Gallimard, Marin Ledin nous embarque sur la route de la bière, la First, destination corruption au Nigeria. Témoin d'une tentative d'enlèvement d'une adolescente par deux proxénètes, la journaliste Serena Monnier décide d'enquêter sur les réseaux de prostitution à Lagos et Kaduna et rejoint l'ONG Frequenz. Elle retrace alors les chemins nauséabonds de l'argent qui asservissent la jeunesse. Un ange gardien, Onigogé, flic qui a choisi la circulation pour éviter la répulsion face aux atrocités de son métier, ne tarde pas à percer le mystère qui plane sur deux jeunes filles assassinées, abandonnées sur des bas-côtés. Marin Ledin propose un grand roman noir avec un discours clair. Il a bénéficié d'une aide à la création du CNL et a reçu le prix Polar derrière les murs du festival Quai du Polar, attribué cette année par les détenus des centres pénitentiaires et des maisons d'arrêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Frequenz dans son livre, c'est parti. Le roman noir rime-t-il davantage avec les vices ou avec la réalité ? Alors, le roman noir, c'est une fiction qui se mêle du réel. On est un peu dans les deux. Le roman noir, c'est une littérature de critique sociale qui s'appuie sur on va dire disons, qui fait un pas de côté pour regarder d'une manière un peu différente les dysfonctionnements sociaux, les dysfonctionnements politiques, les dysfonctionnements des civilisations humaines, et puis qui propose une fiction pour les raconter, quoi. Vous avez dû réaliser de nombreuses recherches pour écrire ce livre. Pourquoi le souci de réalité est-il si important pour vous ? C'est toujours compliqué de répondre à cette question. Disons que le roman noir, c'est une littérature qui, généralement, essaie de se placer à hauteur d'hommes et de femmes, donc qui implique des réalités humaines, et qui, même s'il décrit des choses généralement assez sombres, essaie de le faire en respectant les gens. Respecter les gens, c'est se renseigner sur eux, c'est essayer de les comprendre, c'est connaître leur culture, c'est connaître leur langue. Ça ne veut pas dire être à leur place, ça veut pas dire parler à leur place, mais ça veut dire les regarder avec de l'empathie, avec de la bienveillance, et sans les salir plus qu'ils ne le sont déjà par les réalités, quoi. Donc ça implique de la documentation, ça implique évidemment de se renseigner pour éviter de raconter des bêtises, même si après c'est pour faire de la fiction. Pourquoi avez-vous choisi la fiction plutôt que le journalisme ? Qu'apporte la fiction ? C'est le paradoxe, parce que la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais souvent dans le roman noir, le héros enquêteur va être un journaliste, ou en tout cas quelqu'un qui va avoir une espèce de fonction de journaliste, voilà, qui va aller remuer un petit peu tout ce qui va pas pour éclairer un peu mieux la situation. Mais le journalisme, c'est un autre métier, c'est pas le mien. Moi, dans une ancienne vie, j'étais chercheur en sciences humaines et sociales. Et donc, il y a des outils à prendre dans la sociologie, il y a des outils à prendre chez les journalistes pour écrire. Mais mon métier, c'est autre chose. Mon métier, c'est de raconter une histoire et d'essayer de la rendre, je sais pas comment dire. Il y a presque un espèce de projet politique derrière. C'est-à-dire que comment on peut toucher le plus de gens possible, y compris chez des gens qui, parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux, parce qu'ils ont pas le bagage socio-culturel, parce qu'on s'adresse mal à eux, vont avoir du mal à se tourner vers un essai ou vers la lecture d'un article de presse qui va être trop long, ou qui va être et en racontant une histoire, on met en scène des personnages qui incarnent cette histoire, qui lui donnent de la chair, et du coup on se place à hauteur humaine des gens dont on parle, mais aussi aux gens à qui on s'adresse. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là. Lorsque vous écrivez ou lorsque vous êtes en phase d'écriture, ressentez-vous une forme d'adrénaline ?
En fait, il y a 2 temps. Il y a le temps de la lecture, alors je le connais bien parce que je suis un lecteur aussi, et puis il y a le Ouais, temps de l'écriture. Alors, le temps de la lecture, par exemple, d'une scène, on va dire, mettons, d'une scène violente ou d'une scène un peu dure, mettons, elle fait 2-3 pages, donc ça va prendre, une poignée de minutes. Cette scène-là, moi, il va me falloir à l'écriture, je sais pas, peut-être 3-4 jours, une semaine, 2 semaines, ça dépend de la difficulté de la scène. Donc je suis pas du tout dans un temps d'adrénaline, je suis dans un temps long, qui est le temps du premier jet d'abord, ensuite comment je vais réussir à transmettre l'urgence de cette scène-là, tout le travail. Enfin bon, c'est de l'artisanat, tout ce que je vous raconte, hein, c'est justement. comment rendre l'urgence, comment accélérer le rythme si c'est nécessaire pour cette scène, ou au contraire comment le ralentir en utilisant certains temps, en utilisant un certain champ lexical, en retravaillant mes phrases de manière à ce que ça soit plus incisif, ou au contraire qu'on puisse prendre le temps de bien lire la scène. Voilà, il y a pas d'adrénaline du tout. Il peut y en avoir au moment où j'ai trouvé l'idée, éventuellement. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'adrénaline, mais en tout cas une espèce d'excitation d'avoir peut-être trouvé le bon angle pour raconter cette scène-là. Mais ensuite, pendant que je suis dans l'écriture, voilà, imaginez qu'une phrase que vous Oui, allez lire, voire passer très vite parce qu'elle sert juste le récit. Moi, j'ai peut-être ouais. passé 1 heure ou 2 heures dessus, quoi. Peut-on dire que le nerf du polar, c'est le chemin de l'argent? Ouais, le Free Queens, c'est un roman, contrairement aux apparences, qui parle pas du Nigeria, parce que je veux dire, il faudrait que je passe 20 ans là-bas, ou toute une vie pour Ouais, arriver à comprendre un peu comment fonctionne ce pays immense et d'une richesse dingue. Donc plus raisonnablement, je me suis attaché à suivre la route de la bière, qui est donc la route de l'argent aussi. La route de la bière, elle démarre dans le roman, au siège d'une multinationale, en Europe, avec des cols blancs et des actionnaires. Et puis ensuite, elle descend jusqu'au continent africain, et jusqu'au Nigeria et jusqu'au nord du Nigeria, où on retrouve les champs où pousse le sorgho qui va être utilisé pour fabriquer la bière, où on trouve les travailleurs et les travailleuses qui vont cultiver ce sorgho, qui vont brasser la bière, qui vont aller dans les usines, et cetera, qui vont transporter les caisses de bière sur les routes et les vendre, et cetera. Et donc je suis, peut-être pas le circuit de financement, parce que c'est pas du tout un roman sur la financiarisation de l'économie, mais je suis en tout cas la manière dont, ce que certains appellent le ruissellement, vous voyez? oui. Dont des sommes infimes d'argent circulent entre les gens qui font vivre cette économie, et qui ne reçoivent pas grand-chose en échange, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment un roman sur la route de la bière. J'aurais pu l'appeler comme ça d'ailleurs, la route de la bière. Dans votre livre, les femmes se rebellent et prennent une forme de pouvoir. Peut-on dire que votre livre est féministe? Que J'oserais ça. certainement pas dire que j'ai fait un travail féministe, mais ce qui est certain, c'est que sur, sur ce que moi j'ai vu et sur ce quoi j'ai pu enquêter au Nigeria, sur cette question, des violences faites aux Oui. femmes, et de la manière dont cet industriel de la bière, dans le roman, les exploite pour assurer la partie commerciale, partie promotionnelle de la vente de sa marque, cette bière First là dont je parle dans le roman. Ce que j'ai pu enquêter dans le monde réel, et en m'appuyant notamment sur le livre d'un journaliste, on y revient encore, hollandais, qui s'appelle Olivier Van Biemen, qui a écrit un livre qui s'appelle, je ne cite pas la marque, En Afrique, Ouais. voilà. Ouais. Le livre s'appelle Heineken en Afrique, allez, je la cite. Mais bon, voilà, c'est Heineken Ouais. ou une autre marque, c'est peu Une importe. autre marque, c'est pareil. Oui. Ce que j'ai pu observer, et ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est que à chaque fois, c'était des femmes qui se saisissaient de ça. C'est-à-dire que la plupart des ONG qui existent, et qui soutiennent, qui aident, se- qui Qui se militent mobilisent. contre les Oui. violences faites aux femmes, sont gérées par et pour des femmes. Donc, ça aurait été très, très compliqué d'adopter un autre point de vue là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment elles qui se sont saisies de ça, et qui se battent pour résoudre, pour essayer en tout cas de soutenir ces femmes. Vous avez écrit de nombreux romans. Comment choisissez-vous les mondes de vos livres? Qu'est-ce qui vous touche? C'est l'actualité, puis à la fois c'est mes limites à moi, c'est-à-dire que, bah,
Je connais pas grand-chose. Je vous disais tout à l'heure que j'avais été chercheur. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'organisation du travail et on va dire, à l'univers en général de l'entreprise, depuis que j'écris des romans, alors pas dans tous mes romans, mais dans la plupart des romans sur lesquels je bosse vraiment, longtemps, sont des romans Mm. qui touchent d'une manière ou d'une autre au monde de l'entreprise et comme j'écris du roman noir, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont, l'entreprise qui est considérée comme un endroit secret, alors que ces entreprises, gèrent une grande partie de nos vies. On devrait être au courant de ce qui s'y passe, mais on ne l'est pas pour plein de raisons et ce qui m'intéresse, c'est la propension qu'elles ont, à flirter en permanence avec la légalité et l'illégalité, la manière dont elles définissent les règles, dont elles définissent ce qui est légal ou pas légal. En tout cas, elles y travaillent et donc d'une manière générale, la façon dont elles sont aussi, criminelles. Voilà, comme les États Ouais. pouvaient l'être avant elles, Mm. aujourd'hui, ces entreprises-là, peuvent être considérées comme d'une certaine manière, enfin, elles Criminel. redéfinissent en permanence ce qui est de l'ordre du criminel ou pas. Et du coup, c'est un peu le fil conducteur de beaucoup de mes romans. À chaque fois, il y a plein de manières d'illustrer, Ouais. quoi. Voilà, ces pratiques criminelles, elles sont larges. Elles peuvent être dans le domaine de la financiarisation, elles peuvent être dans le domaine de l'économie, dans le modèle elles peuvent traiter du monde du travail, de la manière dont Mm. on fait consommer les gens. Enfin voilà, c'est un champ hyper large et en général, c'est sur des exemples comme ça sur lesquels je me base. Alors quand je suis tombé sur ce livre d'Olivier Van Biemen sur Heineken en Afrique, c'est pas Heineken qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le fait qu'une entreprise ait pu décider à un moment donné que faire travailler, des jeunes femmes pour les prostituer, pour assurer la vente d'une marque de bière, ça pouvait être une bonne idée commerciale. Voilà. Dans un Ouais. certain pays, évidemment, ils ont décidé de faire ça au Nigeria, ils l'ont pas fait ailleurs. Donc encore une fois, c'est pas l'entreprise qui m'intéresse, hein, cette entreprise-là. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils aient pu penser que c'était une bonne idée, qu'ils l'aient mis en application et que ça se passe Le aujourd'hui. désastre. Vous avez fait une thèse sur les sciences de l'information. Pour vous, c'est lié à la force de frappe des entreprises criminelles dont vous parlez? Ma thèse, c'est quelque chose de très particulier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'introduction de logique privée, notamment de logique liée au profit, dans la sphère Ouais. politique. Donc, c'est une thèse que j'ai soutenue en 2003. C'est quand même assez loin, finalement. Il y a plus de 20 ans. Mais il y a un lien quand Voilà. même, il y a un fil rouge. Oui, C'est un peu oui, bah, ça. il y a Ouais. toujours un lien parce que ce qui m'intéresse, c'est les rapports de domination. Voilà. Ouais. C'est la façon dont fonctionnent, les règles de pouvoir et la façon dont on se contrôle et on s'autocontrôle, voilà et le marketing, c'est vraiment quelque chose c'est un outil qui est très, très intéressant, qui est devenu presque un modèle de vie en société, qui est pas Ouais. juste une technique de vente. C'est quelque chose de beaucoup plus large et moi, ce qui me passionne, c'est, cet outil qui est tout sauf sexy, dont on peut a priori difficilement parler dans un roman. Comment je peux le mettre en scène à travers des histoires de voyous, et de pauvres gens, pour en faire quelque chose heu, pour le rendre plus compréhensible, en fait. Vous êtes un athlète. Alors, c'est quoi l'ultramarathon? Au départ, je m'y suis mis, quand j'étais en souffrance au travail à France Télécom, qui était mon ancien employeur, Mmh. et puis, j'ai rapidement découvert que ces courses de 24 heures, c'était, une espèce de bu de bulle, une espèce de bulle un peu protégée du monde, avec des gens, suffisamment fêlés pour se lancer dans ce genre alors le 24 heures, je vous explique le concept. On est sur une piste d'athlétisme et on tourne en rond pendant 24 heures. Donc c'est OK. voilà, on n'est pas dans l'esprit grande nature, grand paysage, tel on peut le voir dans les médias, notamment pour tout ce qui est ultra trail et ce sont des courses moi qui m'intéressent, beaucoup parce que voilà, c'est vraiment une petite bulle. On est avec des gens qui sont a priori, quand on les voit, on n'a pas l'impression que ce soit des grands athlètes, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un grand athlète du tout. Simplement, animés par cette idée, d'avancer comme ça, voilà et le fait que ça n'ait pas de sens a priori, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. Il y a une espèce d'injonction permanente à faire quelque chose qui a du sens. Même aujourd'hui, pour faire de la course ou d'ultra trail, il y a forcément du sens. C'est la nature, c'est la quête de soi, la quête de ses limites, et cetera et dans ces courses de 24 heures, il y a pas ça. Il y a pas de sens et ça fait du bien, en fait, de faire une petite pause dans cette, espèce d'injonction permanente à chercher du sens dans tout. Là, il y en a pas et puis Écoutez, sur des courses Marin, assez égalitaires, oui, plus on avance, dans la durée de course, plus les frontières entre,
En général, dans une course, ceux qui gagnent sont plutôt des hommes et sont plutôt des jeunes hommes. Et dans l'ultrafond comme ça, dans ces courses qui font 24 heures, 48 heures ou 6 jours, les barrières ont tendance à tomber et le vainqueur peut être aussi bien un jeune homme de 25 ans qu'une femme de 50 ans. Voilà, il y a quelque chose d'assez égalitaire et qui est assez jouissif. L'écriture, c'est comme l'ultramarathon? Non, parce que l'écriture, c'est quelque chose de sérieux. Alors on le fait sans se prendre au sérieux, il faut éviter de se prendre au sérieux, c'est très important. Mais, ça reste sérieux parce qu'on parle à des personnes, on parle de personnes et il faut le faire en respectant tout le monde et pour le coup, ça a du sens. Voilà. Mmh. Et pour moi la très, très grosse différence avec la course. Marin Le Dain, c'est parti pour la lecture. Alaka, 4 mars 2020. Le village agricole d'où était originaire Victoria Namo consistait en un agglomérat de baraques de fortune, de maisons de briques rouges nues montées à la va-vite et d'une poignée de commerces entourés de champs de manioc et de sorgho en périphérie nord de Kaduna. La maison qu'occupait sa famille, un empilement hétéroclite de parpaings, de tôles de bardage et de planches de bois sur 2 étages, ne se distinguait des dizaines d'autres habitations que par l'immense avocatier qui étirait ses branches contre la façade. Ni adresse précise, ni repères cadastraux. Le sergent Oni Gogé dut s'y reprendre à 3 fois pour la dénicher à proximité d'une station-service Abiba, coincée sur une langue de terre rouge boueuse, entre 2 hangars, au milieu d'un îlot de jardin potager. Il se gara sur le trottoir d'en face et balaya la rue du regard. Les pluies diluviennes qui s'abattaient sur la région depuis une semaine avaient transformé le paysage. Voies d'accès parsemées de profondes ornières, plaques barrant la rue dans lesquelles pataugeaient des chiens, touffes d'herbes grasses dans les fossés, faisant le bonheur de chèvres gourmandes, bassines et cuves placées sous les toitures, débordant d'eau, palétuviers et manguiers aux fruits gorgés de sucre. Même la morsure du soleil semblait moins douloureuse. Alaka était un endroit magnifique, malgré l'extrême pauvreté de sa population. Un village dans lequel il aurait aimé grandir et élever ses filles, si son boulot de flic ne l'avait pas contraint à émigrer en ville. Une vie tranquille, à travailler la terre de ses ancêtres. Un groupe de gamins en tenue d'écolier dévala la rue en hurlant. Gogé sourit, même s'il savait que le regain n'était que temporaire. Le reste de l'année, l'endroit était sec, poussiéreux et brûlé, à l'image du dépotoir où Gogé avait retrouvé le cadavre de la jeune Victoria. Marin Le Dain a écrit une vingtaine de romans, dont La vie en rose et Le rameau diable aux éditions Gallimard. Il est également essayiste, auteur de La démocratie assistée par ordinateur aux éditions Connaissance et Savoir, Pendant qu'il compte les morts et La vie marchandise aux éditions Latingo, coécrit avec Bernard Floris. Il a reçu le prix Jean Amila Mecker en 2014 pour L'homme qui a vu l'homme aux éditions Flammarion.